Juste avant de commencer à parler de ce sujet, je vous propose juste de nous présenter très rapidement. Donc je vais commencer par moi-même. Donc Clément Grenier, je suis le manager des plateformes digitales Java et SQLi. Et donc je suis responsable des équipes techniques et de l'offre CMS Portail à SQLi. Et donc ça fait environ, un petit peu plus de 8 ans maintenant que je travaille sur différents projets d'intégration de solutions. Donc moi, je suis Jean-Paul Dapugna. En fait, je suis consultant Liferay Senior chez SQLi. J'ai 10 ans d'expérience professionnelle, pas uniquement du Liferay. J'ai fait d'autres projets Java. J'ai fait mon premier projet Liferay en juin 2007, en Liferay 4. Et depuis cette date, j'ai fait toujours du Liferay dans les projets que je fais. J'ai cette particularité d'être spécialiste des projets au forfait. Je suis essentiellement sur des projets au forfait chez SQLi. Et j'en ai fait à peu près 25 si je compte les missions d'expertise. Voilà, 25 projets. Donc, je vous propose, on ne va pas trop s'étaler sur SQLi. Si vous avez des questions ou vous voulez savoir exactement plus en détail ce qu'on fait, je vous propose d'aller nous voir directement à notre stand. On sera une joie de répondre à toutes vos questions. Vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va se concentrer sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir l'intégration graphique dans Liferay. Donc, tout d'abord, en quelques mots, juste pourquoi parler de ce sujet-là? Parce que voilà, il y a énormément de sujets qu'on peut être amené à traiter autour de Liferay, principalement sur les sujets d'intégration, d'une manière générale. Donc, à SQLi Liferay, ça fait environ 8 ans que ça dure. Nous sommes continuellement dans une démarche d'amélioration continue. L'objectif de cette démarche-là, finalement, ça va être de prendre du recul sur notre activité et d'identifier différents critères, différentes difficultés que l'on rencontre, qu'elles soient récurrentes ou non, afin de trouver des améliorations. Et l'une de nos premières observations, donc c'est issu de tout un ensemble d'expériences que l'on a à travers les différents projets que nous avons menés, l'une de nos observations, finalement, ça a été de déterminer que cette activité d'intégration graphique est un point clé de réussite dans un projet, donc Liferay particulièrement. Autre point important, c'est que cette intégration graphique, elle a lieu maintenant sur tous les projets que nous sommes amenés à réaliser. Puisque actuellement, il n'y a aucun client finalement qui va se contenter du thème graphique par défaut qui est fourni dans le bundle natif de Liferay. Donc, juste moi pour 2 mots sur cette démarche-là. En fait, on a identifié en fait que chez nous, c'est une démarche qu'on ne fait pas pendant le projet. C'est difficile pendant le projet de prendre du recul, surtout lorsque vous êtes au forfait, vous êtes dans la phase de rush du début du projet, sachant que l'intégration graphique, c'est quelque chose qui se passe en général au début. Donc c'est de se dire, ça c'est l'objet de la première image, se dire voilà, pendant le rush, on s'améliore pas forcément, mais à l'issue du rush, on se pose, on se dit qu'est-ce qui aurait pu mieux fonctionner. Et la citation, c'est de se dire, on se concentre sur les choses sur lesquelles on peut agir. On ne perd pas d'énergie à essayer de remettre en cause des choses qui sont en fait sur lesquelles on ne peut pas agir. Voilà. Alors, au niveau du sommaire, pour énumérer un petit peu ce qu'on va parcourir ensemble. Donc, dans un premier temps, on va voir ensemble les origines des difficultés, ce que nous avons constaté au regard de notre expérience. On va faire une étude de 3 cas pour illustrer un petit peu nos propos. On va préciser finalement les réponses que l'on va apporter d'un point de vue humain, organisationnel et méthodologique finalement pour mener à bien cette intégration graphique. Et enfin, on finira par un focus sur l'activité d'experts techniques autour de Liferay. Pendant cette phase. Exactement. Alors, premier point, mise en avant, quand on lance un projet, on va avoir des objectifs et des enjeux qui vont être partagés à travers les différents intervenants du projet. Donc, il va y avoir un certain nombre d'objectifs au niveau de l'organisation, typiquement la maîtrise des coûts, des délais. On va avoir un ensemble d'objectifs au niveau fonctionnel, voilà, l'expérience utilisateur, l'adéquation fonctionnelle. On va avoir également tout un ensemble d'objectifs techniques à atteindre, donc la maintenabilité, tout ce qui va concerner la compatibilité au niveau du SI, en termes de compatibilité navigateur, ce genre de choses. Tout en sachant que l'objectif à atteindre, ça va être une application qui sera utile, utilisée et utilisable. Donc une des premières observations qu'on a pu mener finalement, c'est que la réussite d'un projet, c'est avant tout une affaire de personnes. On peut avoir tout un ensemble d'outils qui gravitent autour de la réalisation d'un projet. C'est avant tout, on va dire, la relation entre les différents intervenants qui va permettre de déterminer ou non la réussite d'un projet. Autre point important, c'est que cette fameuse phase de design, la phase d'intégration, a lieu effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, Jean-Paul, en début d'un projet. Et ça va être la première fois généralement pour le client qui va être à même de se projeter dans le fonctionnel finalement au regard de la solution qui va lui être proposée ou qu'il aura choisi. Mais c'est la première fois du projet où il va pouvoir vraiment se projeter. Donc la question qu'on se pose maintenant, c'est finalement
qu'est-ce qui rend la communication, qu'est-ce qui peut rendre la communication difficile entre les différents intervenants, puisqu'on a vu que la communication, c'est ce qui est essentiel. Donc il y a 3 facteurs, on va voir ça sous 3 étapes. Tout d'abord, c'est la répartition des responsabilités. Donc on va voir qu'un ergonome, il va avoir comme responsabilité plutôt focalisée sur tout ce qui va concerner l'expérience utilisateur, l'ergonomie, l'adéquation fonctionnelle, ce genre de choses. Un chef de projet, ça va plutôt être la maîtrise des coûts, des délais. L'utilisateur final, quand on a la chance qu'il soit présent et disponible pour les ateliers, il va s'assurer de l'adéquation fonctionnelle. L'expert technique, donc évolutivité, maintenabilité, et le client, l'adéquation fonctionnelle. Donc, ce qu'on voit en fait, c'est que chacun va avoir des responsabilités finalement qui lui est propre. Et une des premières observations qu'on a pu faire, finalement, c'est que les différents intervenants vont potentiellement avoir tendance à se concentrer et se focaliser sur leurs responsabilités pour les mener à bien. Ce qui peut avoir comme impact finalement une perte de vue, une perte de recul global sur le projet. Donc voilà, il y a potentiellement une perte de recul suffisante pour apprécier l'intégralité du projet. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, une répartition du niveau de maîtrise. Donc, durant cette phase finalement de conception graphique qui a lieu, je répète, au début d'un projet généralement, chacun va avoir un niveau de maîtrise qui lui est propre. Donc, par exemple, le chef de projet, il va maîtriser en premier lieu le vendu, le client, ça va être en premier lieu le fonctionnel, l'expert technique, il va maîtriser le produit, et l'ergonome, le designer, il va maîtriser avant tout les usages. Ce qu'on voit, c'est que finalement, le niveau de maîtrise est réparti à travers tous les intervenants. Donc ce qui se passe, c'est que si jamais un intervenant n'est pas présent à une réunion ou un atelier, on va perdre finalement un niveau de maîtrise. Ce qui va avoir pour conséquence, finalement, un déséquilibre entre les niveaux de maîtrise. Je vais prendre un exemple très simple pour illustrer mon propos. En admettant que l'expert technique, ce qui arrive de temps en temps, ne soit pas présent à certains ateliers ou à un atelier. Et le designer, l'ergonome, il va potentiellement faire une proposition graphique qui va être magnifique. En termes d'usage, ça va être top. La cliente va être emballée. Enfin voilà, tout le monde est sous le charme, c'est magnifique. Mais potentiellement, il se peut très bien que cette proposition ne soit pas intégrable dans la solution, quoi. Ou alors intégrable, mais avec un délai qui ne correspondra pas du tout à l'objectif qu'on s'était fixé. Ou intégrable sous condition, ou potentiellement pas du tout intégrable parce qu'il y a des incompatibilités, des effets de bord avec la solution envisagée. Donc, autre élément important, c'est que c'est vraiment la réunion finalement de tous ces intervenants-là aux réunions, aux ateliers, qui va permettre de garantir la réussite du projet et de l'intégration graphique. Donc si tous les niveaux de maîtrise finalement sont représentés, ça a beaucoup plus de chances de réussir. Troisième et dernier point, ça va être au niveau des sensibilités, puisque chaque intervenant, chaque collaborateur, membre de l'équipe va avoir des sensibilités qui sont différentes. Alors là, l'objectif, on a essayé de placer finalement les intervenants sur le projet sur le cadran des couleurs que vous devez sûrement connaître, qui permet un petit peu de positionner en fonction des sensibilités des personnes. L'objectif, c'est pas de mettre des gens dans des cases ou dans des couleurs, parce qu'on sait très bien que chacun a des sensibilités qui lui est propre, il y a plein de couleurs dans l'arc-en-ciel, enfin il y a plein de... Mais disons qu'on observe quand même des grandes tendances en fonction du collaborateur et de l'activité qu'il mène. D'où la représentation qui est faite ici. Donc ce qu'on voit, c'est que par exemple, typiquement, un ergonome dans une situation de confort où il va se sentir vraiment faire partie d'une équipe, il va avoir tendance à être créatif, enthousiaste, sociable et inspiré. Alors que dans une situation de stress où il va potentiellement se sentir à l'écart, où il ne va pas forcément prendre part à toutes les discussions, où il va ignorer les problèmes, il va subir un mauvais stress, il va être tendu, il va plutôt avoir tendance à être impulsif, impertinent, énervé, donc énervant pour les autres, donc ça va être compliqué. Donc cette sensibilité-là, finalement, c'est pas aussi quelque chose qui doit être sous-estimé, et il ne faut pas non plus la mettre de côté, quoi. C'est quelque chose à prendre en compte également. Parce que l'objectif à terme, c'est quand même de pouvoir tirer le meilleur parti de chacun, quoi, pour réussir cette phase d'intégration graphique. Donc, en fait, l'objectif des différents ateliers qui vont être déroulés durant cette phase de design, en fait, ça va être finalement d'aboutir à un compromis, en fait. Un compromis entre les différents aspects du projet. Donc, j'ai essayé de représenter sur ce cadran, en fait, quels pourraient être finalement les objectifs d'un projet, en fait. Et en disant, voilà, ce qui est en vert, c'est... Alors moi, j'ai parlé de la situation que je connais le plus souvent, c'est la situation où moi, je suis absent. Donc lorsque moi, je suis absent, en fait, imaginons
qu'on obtienne ce qui était en rouge. C'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose de très utile, de très ergonomique, avec une adhésion forte des utilisateurs, mais on va être peut-être pénalisé en termes d'évolutivité et de compatibilité. Quand je dis compatibilité, je pense aux compatibilités navigateurs notamment. Et on risque d'avoir un coût et un délai qui va être supérieur. Évidemment, on a tous connu ça, vous faites une intégration et sous IE, ça ne marche pas, et du coup, sous IE, ça devient autre chose, ça devient compliqué, on explique au client que ce ne sera pas fluide, et donc ça va être compliqué. En vert, on a plutôt cherché à se dire, voilà, si tout le monde est là, on aurait peut-être obtenu quelque chose qui est en vert. L'idée ici, c'est pas de se dire, on ne veut pas le projet qui est en rouge. L'idée de se dire, c'est que si on veut le projet qui est en rouge, on est conscient et on fait les choix en conséquence. C'est-à-dire que quand mon ergonome me dit, je veux faire un cube qui tourne en 3 dimensions, moi je vais juste expliquer que ça va pénaliser le délai et le coût, et mon client fait son choix de savoir s'il souhaite pénaliser le délai et le coût. C'est lui qui le fait. On ne subit plus, on est dans l'action, on n'est plus dans la réaction. Donc c'est, si tu peux juste, Clément. Voilà, donc si on décide de pénaliser les performances, par exemple, ou si on décide de pénaliser un des aspects du projet, on le fait de manière consciente, on ne le subit plus en fait. Donc je vais vous présenter 3 cas qui sont, selon moi, les cas d'école. Alors, je vous parle de ça parce que sur les premiers projets, quand j'étais développeur, c'est toujours moi qui faisais l'intégration graphique, sur l'essentiel des portails que j'ai fait. Donc, le cas d'école, c'est qu'un client choisit une solution, il veut tirer profit des fonctionnalités qui sont implémentées dans cette solution, c'est normal. C'est pour ça qu'on choisit une solution. Mais là, on a un ergonome, on explique qu'on a besoin d'un espace, d'un annuaire d'utilisateurs. Donc, que fait l'ergonome? L'ergonome va designer l'annuaire, en fait, qui est là. Donc, il va dire, voilà, je design l'annuaire. Donc, ça, c'est des vrais projets qu'on a fait. Donc, mais il y a un annuaire dans iFrame. Cet annuaire, lui, il est comme ça. Donc, je vois bien qu'en faisant du CSS et du JavaScript, je ne vais pas réussir à transformer ça en ça. Problème, mon client m'explique qu'il a validé cette maquette et que maintenant, son service de la com, ses utilisateurs veulent absolument que ça se présente comme ça. Donc là, on est au début du projet, on est déjà en train de se dire, il faut renégocier du délai, il faut renégocier des coûts. Donc, problème. Donc ça, c'est le premier cas. Si on peut passer, Clément, s'il te plaît, au deuxième cas. Bon, ça, c'est ce que je viens de dire. Et des fois même, l'agence n'est plus disponible, donc il n'y a même plus moyen de discuter. C'est réglé. Ensuite, le cas 2, c'est de se dire aussi, mais finalement, qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas d'ergonomie, en fait? Si on ne fait pas d'ergonomie, des fois, on obtient ça. Ça, c'est utilisable, mais en tout cas, moi, ça ne me fait pas rêver. Donc, voilà, je me dis, peut-être qu'il ne faut pas non plus dire, l'ergonomie, ça sert, c'est pas utile. C'est faux. De l'autre côté, on se dit, voilà une page d'accueil. Donc là, il y a eu de l'ergonomie. Et moi, ça me plaît assez. Je ne sais pas les goûts et les couleurs. Mais on voit sur cette page d'accueil, d'un point de vue technique, moi, quand je vois cette page d'accueil, je vais me poser des questions. La première, c'est que je suis sur une page d'accueil et je vois que là, je vais aller devoir relever les mails non lus de l'utilisateur, les événements du jour de son calendrier. Éventuellement, ici, j'arrive pas à lire, mais bon, il y a ces derniers documents, par exemple. Et ça, sur une page d'accueil. Donc je vais me dire, quand je vais arriver sur la page d'accueil, il va falloir que j'envoie des requêtes un peu partout pour aller chercher ces informations-là. Alors je me dis, est-ce que c'est bien judicieux de faire ça sur une page d'accueil? Je vais dire à mon client, attention, si on fait ça sur une page d'accueil, c'est pas qu'il ne faut pas le faire, c'est qu'il faudra prévoir une infra dimensionnée, quelque chose de peut-être un peu plus conséquent que ce que vous aviez prévu au départ. Mais si vous souhaitez faire ça, on peut le faire. C'est juste ça. Voilà. Et enfin, le cas numéro 3, donc ça c'est du vécu. Le cas numéro 3, c'est on me présente un design au début du projet qui est celui-là. Si Clément, est-ce que tu peux... Donc celui-là, moi je dis, dans le délai et dans le coût, ça, je sais le faire. Et puis petit à petit, en fait, on fait des ateliers sans moi, et petit à petit, on me rajoute cette barre, par exemple. Bon, je dis, bon, cette barre, je vais peut-être pas pleurer pour une barre, et puis on me rajoute un visuel là, arrondi, et puis atelier suivant, et bien là, maintenant, on me met une image en fond. Donc là, moi, technicien, je me dis, mais si on a un écran très large, comment ça va se passer avec cette image? On m'explique qu'on a tous les mêmes écrans. Très bien, on a tous les mêmes écrans. Sauf que 2 semaines après, ils avaient des écrans plus larges, et du coup, ça a posé problème. Écran suivant. Alors là, on garde l'image, et en plus, ça devient transparent ici, en fait. Et ça, sous IE6. Et enfin, le design final, coup du spectacle, ça donne ça. On positionne des blocs, on a un bloc défilé en haut, et ici aussi, c'est devenu transparent. Et arrondi. Donc, transparent, arrondi sous IE6, ça donne, Clément, voilà, 11 fois plus de temps que prévu, rien que pour la compatibilité IE6. Donc, 11 fois plus de temps, c'est 11 fois plus de délai, et potentiellement plus d'argent aussi.
Donc voilà, donc l'initial et le final. Donc moi je préfère ça, mais voilà, ça a été très compliqué. Alors, en termes de réponse, donc, parce que là on parle beaucoup de difficultés finalement depuis le début, on fait des constats. Ce qui est intéressant de voir, c'est finalement qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour éviter de se retrouver dans ce genre de problématiques. Donc déjà, premier aspect sur le fait de travailler ensemble, parce qu'on parle d'équipe depuis le début. Donc, premier conseil, c'est ce qui concerne la disponibilité. Alors, il y a des choses qui vont vous paraître évidentes là-dedans, mais si on les met, c'est parce qu'on les a vécues, effectivement. Donc, premier point qu'on a déjà évoqué, c'est que tout le monde doit être présent aux ateliers, les 4 types d'intervenants, systématiquement à tous les ateliers. Deuxième sujet, la connaissance. Il faut que chacun ait eu le temps de préparer quand même l'atelier avant d'y aller, parce qu'on a eu affaire à certains cas où ce n'était pas le cas, justement. Donc ça c'est pareil, quelqu'un qui découvre le sujet en atelier, ça fait perdre du temps à tout le monde, c'est pas intéressant. Troisième point, l'efficacité. Donc l'objectif, effectivement, quand on fait un certain nombre d'ateliers, c'est d'être efficace au moment où on le fait. Il ne faut pas que l'atelier dure une journée. Donc il faut vraiment qu'on ait bien les idées en tête et on sache exactement ce que l'on va traiter. Finalement, l'idée c'est de se dire qu'il faut les rapprocher suffisamment pour être performants et les éloigner suffisamment pour que chacun ait eu le temps de travailler avant les ateliers. En fait. Quatrième point, ça va être l'ouverture. Ce qui peut très bien avoir effectivement des problématiques. Typiquement, ce que Jean-Paul disait tout à l'heure, il y a des problématiques liées à la technique par rapport à l'intégration sous IE6. Mais ça ne doit pas uniquement être uniquement dans son périmètre. C'est-à-dire que l'ergonome, le designer, lui aussi, il doit être au courant de ce genre de problématiques. Il faut les partager. Ce n'est pas souvent le cas. Et le dernier point, ça c'est un point fondamental, c'est la continuité. Le nombre de projets où pendant la phase de conception graphique, il y a des intervenants qui changent. Donc, même du côté client également, la continuité c'est indispensable pour pouvoir finalement aboutir à quelque chose qui corresponde à tous les objectifs qu'on avait définis ensemble à la base. En termes d'organisation, donc là je vais faire un petit focus sur SQLi, qu'est-ce que nous on a mis en œuvre finalement pour répondre entre guillemets à ces problématiques. Tout d'abord c'est une agence fusionnée, parce qu'à SQLi on a une partie de création, design, ergonomie, mobilité, e-commerce, il y a tout un ensemble de pôles. Avant ils travaillaient dans des agences différentes, oui, potentiellement dans des lieux géographiques complètement différents. Et quand bien même on était dans la même société, ça ne facilitait pas les échanges. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a tout réuni au sein d'une seule et même agence digitale qui a pour objectif finalement de favoriser l'échange entre les collaborateurs. Donc typiquement, pour un exemple, Jean-Paul, lui, quand il travaille sur un sujet de réalisation graphique avec un ergonome, ils sont à 20 mètres l'un de l'autre, leurs bureaux ils sont à côté, ils peuvent échanger, ils peuvent travailler ensemble. Donc ça améliore grandement la productivité. Autre point, ça va être alors on a marqué des profils spécialisés. En fait, ce qu'on observe, c'est que finalement, les personnes techniques en charge de la réalisation du thème, initialement, donc c'est les techniciens, eux, leur objectif, c'est que ça marche. Après, si c'est joli, c'est bien, c'est pas forcément ce sur quoi ils vont être très très pointilleux, on va dire. Maintenant, ce qu'on a fait nous, c'est que les profils qui travaillent sur la réalisation de thèmes dans Liferay sont vraiment des collaborateurs qui ont une sensibilité graphique, c'est-à-dire qu'ils sont quand même à la recherche du beau et qui veulent vraiment aboutir à ce que visuellement l'ergonome et le designer ont pensé. Donc ça permet aussi quelque part d'accompagner le client pendant les différents ateliers, chose qui n'était pas forcément possible avant, parce qu'un technicien, à proprement parler, il n'aura pas forcément la possibilité de dire au client, tiens, finalement on peut peut-être faire ça comme ça, ou proposer des idées. En fait, cette expertise-là en réalisation de thèmes, dans nos équipes de développement, c'est quelque chose que l'on valorise. On valorise les gens qui savent faire des thèmes. Voilà. Donc, je pense que, en fait, on a aussi une réponse méthodologique. Alors, c'est une méthodo indicative de ce que pourrait être le déroulement de toute la mise en musique, en fait, de la production graphique, en se souvenant que, pour nous, lorsque le client va voir vraiment ce thème graphique, il va se projeter dans son fonctionnel, et pour nous, ce thème graphique, il introduit des fonctionnalités. C'est pour ça qu'on ne le prend pas à la légère. Donc il y a une première phase, c'est l'atelier numéro 1, où tous les représentants sont présents. Donc là, on converge. Le client, il explicite sa vision fonctionnelle. Tous les gens qui sont là ne sont pas forcément présents pendant la phase d'avant-vente. Donc là, on se rencontre. L'expert, il fait une présentation du produit, mais contextualisée. C'est-à-dire qu'il présente les briques qui vont être utilisées par le client et non pas tout le produit.
Le chef de projet rappelle le périmètre, les échéances et le planning à suivre. Et l'ergonome, lui, il a en tête déjà une vision, un concept qu'il a envie de faire émerger dans ce portail-là. Donc ça, c'est l'étape 1. Ensuite, on a des ateliers de définition ergonomique, durant lesquels on va définir les principes de navigation, tous les principes ergonomiques et les gabarits de pages. Dans l'iFrame, vous avez la possibilité de faire les pages que vous voulez, mais l'expérience montre qu'un client, il aime bien, surtout quand il démarre sur la solution, démarrer avec un set de gabarits qui lui sont conseillés par un ergonome pour justement démarrer sur la solution et pas être perdu dans le magma de toutes les fonctionnalités, tout ce qui est possible avec le produit. Donc là, on a abouti à l'issue de cet atelier-là, on a abouti à la production d'un livrable qui est important chez nous, qui est le storyboard. Oui. Ensuite, on a cet atelier numéro 3, dans lequel le brief créatif, où là, on va vraiment commencer à faire de la couleur au niveau du thème et à en détailler les principes. Donc je pense qu'on va aller un petit peu vite, parce que le plus intéressant est après. Et ensuite, on fait le même type d'atelier pour la partie graphique, c'est qu'on va itérer avec le client pour déplacer la recherche en haut, à droite, en bas, où il veut. On aboutit ensuite à l'atelier 4, où on présente ensemble le concept final. Moi, je vais rappeler dans cette présentation les parties prix fonctionnelles qu'on a eues et quelques éléments de fonctionnement. Et voilà, on fait les derniers ajustements. Et ensuite, on démarre la phase de production graphique, où là, on a des équipes qui vont produire les maquettes statiques au format HTML. Et nous, ensuite, à l'issue de ça, tu peux avancer encore Clément, s'il te plaît, on produit le thème. Mais on produit le thème en passant par cette étape qui est la checklist. Donc nous, on a un document chez nous où on dit, est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour faire un thème dans l'iFrame? Est-ce qu'on a le design des boutons? Est-ce qu'on a le design des onglets? Est-ce qu'on a la pagination? Est-ce qu'on a ci, on a ça? De manière à pouvoir se dire, je suis capable de charter non pas une portelette, mais toutes les portelettes qui sont dans le produit. Mon client ne se retrouve pas avec une portelette grise au milieu des portelettes vertes. Ça, c'est quelque chose un service qu'on fournit à nos clients. Quand on fait un thème, il a l'intégralité de son site qui est charté, il ne repaye pas portrait par portrait. Et enfin, on livre un thème au client, et puis là, on le laisse généralement durant cette phase, qui est notre sprint 1 en général, manipuler son produit et commencer à se familiariser avec la brique de CMS. Alors, qu'est-ce que je fais durant cette période? Moi, je vais commencer à m'attacher déjà à essayer d'identifier le zoning au sens iframe. Au sens iframe, vous avez un header, vous avez une docbar, vous avez une navigation, vous avez ce que j'appelle moi une zone de portlet, qui est en bleu, et vous avez un footer. On voit que sur ce thème, j'aurais pu très bien me dire, j'incorpore cette partie-là au footer, mais ça aurait juste voulu dire pour mon client qu'il aurait eu cette barre-là sur toutes ses pages. Là, il n'a pas voulu avoir cette barre-là sur toutes ses pages, donc j'ai incorporé cette barre dans la zone de portlet. Ensuite, je commence aussi à lui parler des contraintes navigateurs, en lui disant, vous voulez du l'arrondi, vous voulez du PNG, mais ça, vous n'en aurez pas sous IE. Un problème, mes utilisateurs, ils n'ont que de l'IE, donc on va peut-être faire du carré au lieu de l'arrondi, parce que de toute façon, ils ne le verront pas. Ou mal. J'identifie le colonnage, donc est-ce que j'ai des layouts templates spécifiques, donc là, en l'occurrence, j'en ai un, j'ai cette petite barre en bas. Point suivant. Et commence à me dire, j'identifie les types de blocs. Alors les roses, c'est ceux où j'ai une configuration simple à faire. Dans ce cas-là, pour être précis, j'ai un asset publisher avec un template custom, donc c'est juste du code mais léger. Le bleu, c'est les briques CMS, donc la structure template. Qu'est-ce que j'ai comme structure template à produire? Le vert, c'est du parfaitement standard, j'en ai. Et le jaune, c'est de l'application métier, de la portée, quoi. Là, j'ai le cas d'école des applications métiers de mon utilisateur. Donc ça, c'est pas du template structure. On finit sur les bonnes pratiques et idées. Ouais. Alors, ce qu'on conseille, c'est qu'on pour nous, on ne doit pas dissocier le travail d'agence du travail d'intégration. Lorsque vous faites un projet d'intégration, vous basez sur un existant, vous ne pouvez pas ignorer cet existant. C'est notre préconisation. On n'anticipe pas aussi la phase du design avant le choix du produit. On a eu des clients parfois qui ont fait le design sans savoir s'ils allaient faire du typo 3, du Liferay ou du Jaya. Nous, selon nous, ça cause un certain nombre de difficultés. Alors, un point essentiel également, ça peut être de réunir l'intégrateur au sein de l'équipe. Souvent, ce qui se passe dans plusieurs projets, on va passer par une phase où on aura un PSD, on va faire des gabarits HTML et après, on va réaliser le thème dans Liferay. Donc en fonction des thèmes, il peut être pertinent finalement que l'intégrateur HTML rejoigne directement l'équipe, ce qui évite de passer par une phase intermédiaire. Quand les thèmes sont très complexes,
il y a quand même cette phase de gabarit, mais ça peut aussi être très intéressant que l'intégrateur soit présent avec l'équipe qui va réaliser le thème. Parce que les problématiques liées au JavaScript, et puis Dieu sait que dans la Liferay 6.2 il y en a, les effets de bord, ce genre de choses, bah, c'est quand même intéressant pour pouvoir les traiter, d'avoir quelqu'un dont c'est vraiment le métier, quoi, dont c'est vraiment l'expertise. Quand on parle d'effets de bord, on ne parle pas d'effets de bord de Liferay lui-même. C'est que Liferay utilise un framework JavaScript qui s'appelle Alloy UI, vous devez le savoir, alors que les agences sont sur du jQuery. Et du coup, lorsque vous mettez le jQuery, vous mélangez ça avec de l'Alloy UI, ça produit des choses pas forcément qui ne marchent pas, donc parfois, carrément. Et donc, il faut refaire en Alloy UI. Et là, il faut convaincre quelqu'un de faire du JavaScript. Autre point d'attention, c'est d'adopter une cohérence au niveau de la charge de travail finalement entre le design et l'intégration. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'une fois que le design est fait, bah, dans la Liferay, c'est fait. Or, c'est pas du tout le cas. Donc, quand on veut vraiment se tourner, la trappe elle va s'ouvrir, on va disparaître, donc je le défais. Mais dès que la phase d'ergonomie de design est effectuée, donc en fonction de la complexité du thème à créer derrière, il va falloir penser finalement au niveau du planning, prévoir la charge de travail derrière pour faire le thème aussi, quoi. Donc ça, c'est souvent des éléments que l'on voit où les clients ils pensent dès que c'est fait, boum, on commence les développements des applications métiers. Les CSS fournis par l'agence, on les met dans Liferay et puis voilà. Et puis là, quand on va dans le contrôle panel, on a des trucs qui sont tout déformés, qui sont partout. Ça, c'est voilà. Et ensuite, le dernier point, qui est sans doute le plus difficile, c'est s'attacher à constituer une vraie équipe. C'est-à-dire que moi, en tant qu'expert technique, j'espère qu'Olaf il ne va pas me faire tomber. En fait, en tant qu'expert technique, je ne cherche pas à brider l'ergonome. Moi, je cherche à faire quelque chose qui soit utile pour mon client, utilisable. Donc, j'essaye de rentrer dans son monde et je l'invite à rentrer dans le mien. Et on essaye ensemble de définir quelque chose. On se dit, là, on fait cet effet-là, mais bon, c'est un peu expérimental, on va peut-être avoir des problèmes. On s'autorise à le faire parce que le budget le permet. Mais par contre, à certains endroits, on va se dire, on essaie d'avoir un équilibre, en fait, pour pouvoir... Parce que si vous faites que de la pure technique qui fonctionne, vous êtes sûr que ça va marcher, vous n'innovez pas, vous ne faites pas quelque chose de différent, vous ne faites pas quelque chose d'intéressant. Donc là, l'idée, c'est de se dire, on fait quelque chose entre les deux. Voilà. Merci. Désolé pour le retard. Non, il n'y a pas de souci, en fait, on a arrêté juste pour avoir la session de plénière, on a suffisamment de temps pour les questions, si vous en avez. À quel moment du projet vous préconisez de démarrer les travaux pour définir un thème? Est-ce que c'est avant de démarrer le développement? Est-ce que ça peut être pendant? Et ça s'intègre comment avec les projets en méthode agile, où on ne sait pas forcément dès le début toutes les briques qu'on aura? Tout à fait. En fait, ça dépend beaucoup de la typologie du projet. Par exemple, nous, ces temps-ci, on fait des portails qui sont très visuels, des portails pour des clients de luxe, où là, vraiment, là, on va pouvoir démarrer ça tout de suite au début du projet, parce que là, on a tout de suite besoin de se projeter, et le thème, finalement, c'est le cœur du projet. Et puis, on a parfois des portails qui sont plus de l'intégration d'applications externes, où là, vous allez avoir votre mail, vous allez avoir diverses applications, où là, le technique, il va pouvoir commencer en amont, c'est-à-dire qu'il va pouvoir travailler sur l'interfaçage avec le SI, les web services, toutes ces choses-là. On va pouvoir discuter fonctionnel avec notre client. Et la phase de design, elle va pouvoir venir dans un second temps. Après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de placer cette phase de design toujours au début du projet, pour une raison simple, c'est que lorsqu'on a un client en fait, qui débute sur la solution, la brique fonctionnelle de Liferay, la brique fonctionnelle qui est celle de CMS de Liferay, elle n'est pas forcément évidente à prendre en main. Et donc l'idée, c'est de pouvoir lui fournir cet outillage-là dès le départ pour qu'il puisse commencer à nous poser des questions, parce qu'il y en a toujours, de comment ça fonctionne, comment il va pouvoir animer sa page d'accueil, comment il va pouvoir faire diverses activités. Donc ça va vraiment dépendre de la typologie du projet. Mais en général, c'est quand même au début. Bonjour. Dans la définition de la démarche présentée tout à l'heure, il y avait une notion de storyboard Oui. dans un premier temps et une notion de wireframe dans un second temps. Oui. Est-ce que vous pourriez un peu préciser le contenu de ces livrables? Alors, quelle est la différence? Parce que je ne visualise vraiment pas bien la différence entre les deux. en fait, au niveau du storyboard, en fait, en réalité, vous allez avoir
en fait, c'est un document qui reprend, il y a les wireframes, mais qui ne sont pas chartés, donc c'est un zoning. Déjà ici, on a une zone de contenu, ici, on a sur le colonne une liste de contenu, mais vous n'avez pas forcément un visuel. Vous ne savez pas si vous allez avoir une image à gauche, une image à droite, et vous allez aussi avoir en en-tête, généralement, quelque chose qui vous détaille le principe de navigation. C'est de se dire, on est dans une entreprise, on fait un portail, voilà comment est organisée l'entreprise, voilà comment je transpose ça dans le site. Et moi, à ce moment-là, je dis, voilà comment je transpose ça dans l'iFrame. Je fais des organisations, je fais des sites, je fais des groupes, qu'est-ce que je fais? Donc dans ce document-là, vous avez tout ça. Dans le wireframe, vous allez avoir, en plus, l'information sur l'image, il va y avoir un lien, il va y avoir un bouton, le menu va s'ouvrir. Vous voyez, vous zoomez un peu. C'est se dire, on commence par définir un zoning qui est large spectre pour que le client puisse déjà valider ça, et ensuite on s'attache à chaque zone pour la préciser. En fait, c'est juste une étape intermédiaire. Bon, merci Clément et Jean-Paul pour la présentation.